Bien, je commence la première intervention. Comment agir sans subir au sein des organisations? On va tenter de comprendre comment l'approche stoïcienne et de façon centrale l'enseignement d'Épictète peut nous aider dans le cadre de nos activités au sein des organisations à mieux paramétrer notre rapport aux événements professionnels, et ça au service d'une plus juste équilibration entre action et sérénité professionnelle. Pour être comprise, Pour être comprise, l'approche stoïcienne est à positionner au sein de la segmentation fondamentale consistant pour Épictète à distinguer, premièrement, ce qui repose sur nous, les taéphémines, nous dit-il. Deuxièmement, ce qui ne repose pas sur nous, ce qui ne repose pas totalement sur nous, les taouképhémines. Épictète nous explique que ce qui repose sur nous, notamment dans la sphère professionnelle, sont, je le cite, autant de choses qui sont les nôtres d'action, et metera erga. Ce qui repose sur nous, nous dit-il, est, de par sa nature propre, libre, ne pouvant être empêché ou entravé. Les choses qui reposent sur nous sont en fait nos processus psychiques, si on veut le dire avec nos catégories de pensée actuelles. Processus psychiques dont le lieu de réalisation est à l'intérieur de nous, à l'intérieur de notre centre de commandement mental, l'hégémonicon. Centre de commandement mental qui est doté d'un pouvoir dynamis, d'un pouvoir de liberté, de choix de réaction mentale aux événements, notamment professionnels. Centre de commandement mental qui est doté de ce pouvoir, de mon pouvoir de liberté, d'emparement mental des événements. La proairesis, ici au travail. Ces processus psychologiques, ils sont constitutifs de notre rapport subjectif aux choses, aux événements, au travail, de notre être au monde professionnel. Ces processus psychologiques, ils sont segmentés par Épictète à travers trois registres de phénomènes que l'on peut qualifier de psychiques. Premièrement, le choix, notre choix de type de reprise mentale, l'upolepsis, c'est-à-dire notre décision, car c'est le fruit de notre décision, notre décision de nous emparer mentalement des événements professionnels comme étant soit des biens, soit des maux, ou soit des indifférents pour notre paix psychologique. Deuxièmement, notre choix, car à nouveau il s'agit d'un choix de notre part, notre choix de type de mobilisation subjective à agir, l'ormet, c'est-à-dire notre volonté d'agir conformément ou non avec notre nature humaine et le rôle, notamment professionnel, que nous devons activement jouer. Et enfin, troisièmement, le choix de type de désir lorexis, c'est-à-dire notre souhait que les événements au travail se produisent conformément, soit à nos envies individuelles contingentes, soit à l'ordre des choses qui régentent réellement le fonctionnement des uns et des autres et ce qui arrive dans le domaine professionnel.
Ces trois types de phénomènes psychiques étant bipolarisés, c'est-à-dire pouvant être ou non en phase avec la logique qui pilote les événements, le logos, notamment les événements de la sphère professionnelle. En revanche, nous dit Épictète, ce qui ne repose pas, ou en tout cas ce qui ne repose pas totalement sur nous, sont autant de choses qui ne sont pas les nôtres d'action. Ce qui ne repose pas totalement sur nous, nous dit Épictète, est faible, esclave, pouvant être empêché et propre à autrui, à l'autria. Ce qui ne repose pas sur nous, notamment au travail, est segmenté, nous explique Épictète, à travers quatre domaines, quatre topoi d'application qui sont partiellement étanches. Premièrement, la sphère du corporel, le soma, ma santé, ma force, les effets de l'âge, l'apparence et les caractéristiques physiques, mes réactions émotionnelles spontanées, les propateia. Deuxièmement, la sphère de ce qu'il semble, les doxai, mes pensées premières, les opinions individuelles comme collectives des autres, ce que les autres, notamment les acteurs professionnels, pensent de moi, ma réputation dans le monde professionnel. Troisièmement, la sphère des acquisitions, l'ordre du ctessis, les choses matérielles, remporter tel appel d'offres, ma rémunération, mes primes, le chiffre d'affaires, obtenir tel client ou tel marché. Et enfin, la sphère des préséances, archaïs, mon niveau de poste, mes titres, mes honneurs, mon ascendant ou mon aura sociale. Et donc, bien équilibrer notre action et notre bien-être professionnel va impliquer de bien orienter notre désir dans le cadre de nos activités professionnelles. Le désir, l'orexis, c'est une attitude de souhait que les événements, professionnels notamment, se produisent conformément à un ordre donné. Soit l'ordre de mes envies propres, et on va parler alors de désir de contrôle, de ce qui ne repose pas sur nous, de ce qui ne repose pourtant pas sur nous, soit l'ordre de la logique qui régente réellement le monde professionnel, le désir de consentement de ce qui ne repose pas, le désir de consentement à ce qui ne repose pas sur nous. Le désir de contrôle consiste à refuser d'acter et de se mettre en paix avec le fait que les choses qui ne reposent pas sur nous ne sont effectivement pas en notre plein pouvoir. Ce désir contrôlant est dès lors un désir stérile, inefficace, car il repose sur une angoissante recherche illusoire et chaque jour frustré de maîtrise des choses qui ne sont pourtant pas en notre pouvoir au travail. Ce qu'il semble aux uns et aux autres, nos gains matériels, notre pouvoir dans l'organisation. Il est un, il est un désir source de dépendance qui est
déphasé par rapport à la logique qui préside aux événements au sein des organisations. À l'opposé, le désir de consentement consiste à accepter, d'acter et à se mettre en paix avec le fait que les choses au travail, qui ne reposent pas totalement sur nous, ne sont effectivement pas en notre total pouvoir. Il consiste de facto à consentir à ce que le monde, notamment professionnel, soit régenté par sa logique propre, extérieure à moi, indépendante en partie de moi, à s'accorder au fait que les choses extérieures au travail arrivent comme elles doivent arriver, quand elles doivent arriver. Ainsi, le sage, au sein des organisations, est, est en phase avec la production naturelle des choses. Il est kataphusin, comme nous dit Chrysippe. Il est en communion universelle avec le monde, la sympatheia, et il n'a pas de désir rigide vis-à-vis des choses extérieures dans ses activités, en l'occurrence professionnelles. On le voit, le désir de consentement est ainsi un désir qui est apaisant pour nous, phasé à la logique propre aux événements au sein de l'entreprise. Logique à laquelle, qu'on le veuille ou non, nous devons nous accorder et à laquelle nous ne pouvons, in fine, que nous accorder. Ce que je viens de mentionner renvoie à l'opposition de la submission et de l'accordage. Le désir de contrôle de ce qui ne repose pas sur nous au travail conduit à la submission, la patheia, on peut traduire par la passion aussi, au sens dysfonctionnel, c'est-à-dire à la douloureuse dépendance de mon bien-être professionnel sur les choses extérieures. En effet, dans cette configuration psychique, euh, mon bien-être professionnel est indexé sur l'obtention des choses qui sont extérieures à nous, extérieures à moi, choses extérieures qui sont indûment, subjectivement construites comme étant des biens qu'il me faut absolument obtenir. Mais cette obtention étant régulièrement et parfois fortement frustrée au travail, celui qui subit ne peut que mécaniquement se mettre à croire qu'il rencontre une situation dont il ne peut que souffrir et ipso facto, phénoménologiquement, il se met à souffrir. Ainsi, Épithète nous indique très clairement, si tu présumes libre les choses qui sont esclaves par production naturelle, et particulières à toi celles qui sont propres à autrui, autrement dit, si tu veux contrôler ce qui n'est pas pourtant en ton contrôle, tu seras entravé, tu seras dans la peine, tu seras agité mentalement et tu blâmeras et les dieux et les individus. Ou encore, nous dit-il, remets-toi à l'esprit que l'indication du désir, l'objectif du désir, c'est la chance
qu'il arrive ce qu'il désire. Donc celui qui est dans le désir, n'arrivant pas à ses fins, il arrive par destin, il est obligé qu'il soit non chanceux, c'est-à-dire malheureux. La subition, on le voit, est dès lors le fruit d'un désir mal calibré, mal orienté, notamment dans le cadre de nos activités au sein des organisations. Cela en ce qu'ils décident de prendre comme objet rigide, absolu, ce qui ne repose pas totalement sur nous. À l'opposé du rapport subjectif de dépendance aux choses qui ne reposent pas sur nous, dans le cadre de nos activités professionnelles, le rapport d'accordage à la logique des choses devient la source du bien-être et de l'apaisement psychologique en entreprise. Marc Aurèle, dans Les Pensées, nous dit le propre de l'homme de bien, c'est-à-dire du sage, est d'aimer et d'accueillir avec joie tous les événements qui viennent à sa rencontre et qui sont liés à lui par le destin. Et Épictète complète en nous disant veuille que les choses adviennent comme elles adviennent, et tu auras un écoulement conforme de vie, c'est-à-dire que tu seras heureux. Le sage en entreprise, s'affranchissant de l'illusion que le mal est une caractéristique intrinsèque des choses nous paraissant spontanément non souhaitables, comprend dès lors que les choses extérieures, qui suivent leur logique propre, n'ont pas le pouvoir de nous faire souffrir. Épictète nous dit, certes d'une façon extrême, celui qui accorde son vote, le Sanctatesis, celui qui accorde son vote d'une belle façon, c'est-à-dire avec sagesse, à ce qui est forcé, ce qui est obligé, est sage parmi nous. Quant à moi, cite la phrase finale de Socrate, quant à moi, Anitos et Mélitos ont en effet le pouvoir de me tuer, ça oui, mais non cependant de me nuire. Affranchi de l'illusion du contrôle et de sa vaine quête dans la subition, le sage, au travail, comprend que l'accordage est une nécessité pragmatique qu'il ne peut in fine qu'investir. Ainsi que la phrase de Cléante nous l'indique, mène-moi, ô Zeus, et toi, ô destinée, à l'endroit que vous avez arrangé de part en part, sous-entendu pour moi, ainsi je vous suivrai sans hésitation, sous-entendu si je suis sage, et du moins si je ne le voulais pas, si je n'étais pas dans la sagesse, je ne vous suivrai pas moins. Ce qu'Épictète reformule en nous disant que le sage acte que celui qui refuse le mode fondamental de fonctionnement des choses est de toute façon jeté, attaché comme les bêtes du bétail. Acceptant de regarder avec lucidité les faits, les choses qui sont, le professionnel stoïcien se met en paix
avec ce qui ne peut qu'advenir. Épictète nous dit, tu veux vaincre aux Jeux olympiques? Moi aussi. Mais examine les antécédents et les conséquences inempêchables. C'est-à-dire, examine ce que ça implique. Et engage-toi de cette façon dans cette action. C'est-à-dire, engage-toi en pleine conscience de ce qui va forcément arriver. Et ne fais pas semblant, sous-entendu, hein, ne fais pas semblant de t'étonner de ces éléments négatifs qui ne pourront qu'arriver. Épictète nous dit, il y a besoin d'être rangé de façon conforme, c'est-à-dire discipliné, d'être forcé à un régime de nourriture, de se tenir au loin des pâtisseries, de s'aguerrir de force, et en plus, nous dit-il, sous une chaleur brûlante, dans le froid, ne pas boire d'eau froide, ne pas boire de vin, et puis même à un moment de se déjeter la main, de se retourner la cheville, d'avaler beaucoup de poussière, et tout ça pour éventuellement être vaincu. Le sage s'engage avec lucidité dans les actions. Il sait ce qu'il va arriver. Aux antipodes de la délirante espérance que les événements professionnels se produisent comme nous le souhaitons, spontanément dans le rapport de subition, l'accordage est rendu possible, premièrement par la compréhension de la logique qui préside à l'organisation des choses telles qu'elles fonctionnent intrinsèquement. Et deuxièmement, par le fait de consentir à pleinement y jouer son rôle avec sagesse. Épictète nous dit, remets-toi à l'esprit que tu es acteur d'une pièce, de la sorte que le précepteur veut, c'est-à-dire conformément au destin ou conformément à la réalité de ce qui arrive. Cela est tient de jouer une belle réplique du masque de rôle, c'est-à-dire du rôle qui t'est donné. En revanche, choisir ce rôle, ça ne t'appartient pas. On ne peut pas maîtriser les contextes dans lesquels nous sommes dans le cadre de nos activités professionnelles. En revanche, enfin, ça ne dépend pas de nous. En revanche, ce qui dépend de moi, c'est d'y jouer mon rôle et d'y jouer mon rôle avec sagesse. Sortir de la subition, au sens de la dépendance source de souffrance, pour accéder à l'apaisant accordage au travail, devient possible à partir du moment où l'on accepte d'en payer le prix. Épictète nous dit dans ce registre, il domine, c'est-à-dire il est préférable qu'il advienne de mourir de faim sans être chagriné et sans crainte, que de vivre sans avoir à envier, c'est-à-dire dans l'abondance, mais en étant agité. Il domine que ce petit serviteur soit mauvais plutôt que toi, tu sois psychiquement mal. Commence en cohérence, nous dit-il, à partir des choses peu importantes. De l'huile fraîche et gaspillée, du vin et volé, est face à cela la parole de raisonnement que c'est à ce niveau que se vend de ne pas subir mentalement. À ce niveau se vend l'absence d'agitation mentale. Sous-entendu, à nouveau, arrête à partir du moment où tu t'es engagé dans une action, un objectif, une activité, arrête de faire semblant, de découvrir et de te plaindre des éléments négatifs que tu décrètes être anormaux. Non,
l'ordre du monde extérieur à toi n'est pas piloté, n'est pas gouverné par tes envies à toi, ce qui te semble normal ou bien à toi. Payer le prix, euh, c'est enfin réellement acter et se mettre en paix avec la contingence qui est antonyme d'un monde professionnel qui ne serait calibré que sur nos envies spontanées. Peut-être nous dit à nouveau, lorsque tu es sur le point de t'engager dans quelque action, remets-toi à l'esprit, à toi-même, quel est le type, quelle est la nature de cette action, ce qui va arriver forcément dans le cadre de cette action. Si tu sors te laver, projette mentalement en toi-même les choses qui adviennent, sous-entendu nécessairement, au bain. Ceux qui vont t'éclabousser, ceux qui vont te heurter, ceux qui vont injurier, ceux qui vont voler. Ainsi, tu t'engageras sans trébucher, c'est-à-dire en connaissance de cause, dans cette action. Si tu as aussitôt, face à tout élément négatif, qui ne manquera pas d'arriver, la parole de raisonnement à son endroit, oui, je veux me laver, mais en ayant garde de maintenir mon emparement mental initial des choses en phase avec la production naturelle des choses, c'est-à-dire en actant et en me mettant en paix avec les éléments, notamment négatifs, qui adviennent, qui adviendront, qui ne peuvent qu'advenir dans le cadre de cette activité. Éléments, oui, négatifs, éléments, oui, frustrants et incommodants, on pourrait dire à un niveau 1, mais que je ne dois pas artificiellement, j'allais dire de façon hallucinatoire, construire psychiquement comme étant des mots, c'est-à-dire des choses qui auraient le pouvoir de me faire souffrir. Dans le cadre de nos activités professionnelles, notons cependant que l'accordage stoïcien n'est absolument pas incompatible avec le fait de profiter pleinement des plaisirs et des sources matérielles de satisfaction qui s'offrent à nous au travail, mais sans en devenir esclave. Pictette nous dit, le bateau jetant l'ancre, il est possible que tu ramasses en action secondaire dans le chemin un coquillage et un oignon. Sous-entendu, carpe diem, profite des biens matériels. Mais il y a besoin que tu tiennes constamment de retourner ta vigilance vers le bateau, d'ailleurs le destin, pour voir si à un moment le pilote, c'est-à-dire la logique qui préside à la réalité des choses telles qu'elles fonctionnent intrinsèquement, donc pour voir si à un moment le pilote n'appelle pas. Et s'il appelle, il faut laisser aller toutes ces choses. Profiter des choses, oui, bien sûr. En devenir psychiquement dépendant, dans la patheia, dans la, la passion, non. Le stoïcien jouira donc des sources de plaisir affectifs ou matériels, mais sans tomber dans le piège de l'assujettissement à cela. Épictète nous dit d'ailleurs, remets-toi à l'esprit qu'il y a besoin que tu tournes et retournes, c'est-à-dire que tu te comportes comme dans un banquet. Qu'il advienne qu'une chose soit transportée autour de toi, étends la main de façon correctement ordonnée afin que tu prennes ton lot. Je reformule, un élément positif arrive, mais prends-le, profites-en. Mais cette chose s'avance au-delà, que tu ne la retiennes pas. Ne cherche pas à contrôler ces choses extérieures.
notamment ici les choses positives, ou en tout cas hypolepséisées comme positives, spontanément. In fine, tout ça est une question de réallocation de l'activité, de notre activité. La démarche stoïcienne, dans le cadre de nos activités au travail, relève d'une frontière à ne pas dépasser. Je dois, nous devons nous focaliser sur ce qui est avant la frontière, c'est-à-dire nos actions qui incombent à notre rôle, notamment professionnel, dans le sens de nos objectifs, dans le sens de nos missions, dans le sens de nos valeurs, dans le sens de nos aspirations. Mais nous devons, enfin, renoncer à contrôler ce qui est après la frontière, les résultats de nos actions, l'atteinte de nos objectifs, les événements, les autres. Oui, nous devons œuvrer dans ce sens-là, mais non, nous ne pouvons pas et nous ne pourrons jamais le contrôler. Approche de réallocation d'énergie, de refocalisation d'activité au travail qui nous permet euh, de passer d'un état anxiogène et contre-productif où je mets toute mon énergie à refuser d'acter ce qui ne dépend pas de moi au sein de mon activité professionnelle, à ruminer le négatif, accuser, ressasser, diaboliser, imaginer les pires conséquences, regretter, déplorer. On est tous très bons à faire ça. Donc, passer de cet état anxiogène à un état d'apaisement professionnel et d'orientation-action où je réalloue toute mon énergie à acter, à accepter la présence de ce qui ne dépend pas de moi, de ce négatif que je ne peux pas totalement contrôler et de ses conséquences, et à comprendre que je ne suis pas là pour souffrir de ça, mais pour le gérer au mieux, à comprendre que ces situations n'ont pas le pouvoir de me faire souffrir, contrairement à ce que je dis, à me focaliser ici et maintenant sur ce qui dépend de moi, en l'état de la situation, à savoir agir dans le sens de mes valeurs professionnelles, de mes besoins, de mes aspirations, de mes objectifs, et plus largement de mon rôle de dirigeant, de manager, de collaborateur. À nous de décider de suivre ou non ce chemin. Cela repose sur nous. Merci à vous.